Il te regarde avec pitié. Tu le sais, n'est-ce pas? Peut-être l'as-tu remarqué. Peut-être as-tu choisi de fermer les yeux. Car voir, c'est affronter leur masque. Aujourd'hui, je vais soulever ce voile. Je vais te montrer ce qu'ils ressentent vraiment quand ils te regardent. À cette table, dans cette réunion, ce dîner de famille, ce qui se cache derrière leur sourire. Rappelle-toi ces regards. Tu les as vus des centaines de fois. Une femme te fixe. Ta cousine, ta collègue, une inconnue. Son visage affiche quelque chose d'étrange. Ses lèvres sourient, oui. Elle essaie de paraître chaleureuse, oui. Mais ses yeux racontent autre chose. Dans ses yeux, il y a de la pitié. Pauvre fille, disent-ils. Regarde-la, disent-ils. Toujours seule, disent-ils. Et juste sous la pitié presque invisible. Autre chose, la curiosité. Comment tient-elle? Comment continue-t-elle? Moi, je me serais effondré. Et sous la curiosité, tout au fond, dans le recoin le plus sombre, la peur, oui, la peur, elles ont peur de toi. Tu sais pourquoi? Ce que d'autres complètent à deux, toi tu l'accomplis seul. Tu es une femme solitaire. Et cette société craint la femme solitaire. Attends une seconde. Tu as peut-être ri en lisant peur, il exagère, t'étudie. Qui aurait peur de moi? C'est une objection logique. Tu n'es pas dangereuse. Pas d'armes, pas d'armée, pas de pouvoir. Juste une femme qui vit sa vie. Mais c'est exactement pour ça que tu es dangereuse. Tu vis ta vie. Cette phrase semble simple. Tout le monde ne vit-il pas sa propre vie? Non, la plupart vivent la vie qu'on leur a dictée. Le scénario de la société, celui écrit par les parents, les professeurs, les publicités. Et toi, tu as pris ce scénario, tu l'as lu et tu l'as posé. Je ne veux pas jouer ce rôle. Voilà pourquoi tu es dangereuse. Imagine cette scène, le dîner de famille. Une grande table, peut-être celle héritée des grands-parents, en bois sombre et lourd. Une nappe blanche, des bordures en dentelle, les assiettes alignées, les serviettes pliées avec soin. Au centre, le plat principal fume doucement. Autour de la table, les oncles, les tantes, les cousins, les voix se mélangent. L'un parle de son travail, l'autre vante les succès scolaires de son enfant. Un troisième se plaint de l'inflation. Toi, tu es là, dans un coin de la table. Tu écoutes, tu souris parfois. Tu joues avec la nourriture dans ton assiette. Et puis ce moment arrive, ce moment familier. Les conversations s'arrêtent, un silence s'installe. Quelqu'un se tourne vers toi, généralement une tante, parfois un oncle, parfois ta mère. Juste avant la question, quelque chose se passe. As-tu remarqué? Un échange de regards. Celui qui va poser la question croise les yeux de son voisin. Une demi-seconde à peine. Un accord silencieux. Je demande, et la réponse vas-y. Tu ne vois pas cet échange. Ils ne veulent pas que tu le vois. Mais il a lieu, à chaque fois. Et la question tombe. Tu as quelqu'un dans ta vie, ou toujours seul, ou plus subtilement. On voudrait te présenter quelqu'un. Qu'en dis-tu? La question flotte dans l'air. Et toi, à cet instant, que ressens-tu? Ton corps change, même si tu ne le remarques pas. Tes épaules se tendent légèrement. Ta respiration se suspend une seconde. Ta mâchoire se crispe imperceptiblement. Dans ton ventre, un poids apparaît, comme si quelqu'un y avait déposé une petite pierre. Et cette pierre grossit en quelques secondes. Ton esprit s'emballe. Que vais-je répondre? Encore cette question. Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille? En même temps, tu contrôles ton visage. Ne pas montrer ton agacement, car si tu réagis, tu seras étiqueté susceptible. Vous voyez, elle se défend. Donc il y a un problème. Tu affiches un sourire, mais ce n'est pas réel. Toi et moi le savons. Eux ne savent pas, ou ne veulent pas savoir. Quelle que soit ta réponse,
Le résultat est le même. Tu dis peut-être « je cherche », alors que tu ne cherches personne. Mais cette réponse les satisfait. Tu dis peut-être « je me concentre sur ma carrière », ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus. Mais c'est une explication qu'ils peuvent comprendre. Tu hausses peut-être les épaules, la réponse la plus honnête. Mais ils l'interpréteront comme de l'indifférence. Ils auront l'air satisfaits. Voilà, on a demandé, on a fait notre devoir. Le sujet changera. Mais en toi, cette pierre est toujours là. Et le soir, quand tu rentreras chez toi, quand tu t'allongeras dans ton lit, quand tu fixeras l'obscurité, cette pierre grandira. La nuit, tu es dans ton lit. La chambre est sombre. Peut-être les lumières de la ville filtrent à travers les rideaux. Peut-être le clair de lune. Peut-être l'obscurité totale. Le sommeil ne vient pas. Ce moment de la journée te hante. Cette question, ces regards, ces sourires. Ton esprit s'active. D'abord la colère. En quoi ça les regarde? C'est ma vie, mon choix. Pourquoi dois-je me justifier à chaque fois? La colère te fait sentir forte, mais elle ne dure pas. Quelques minutes plus tard, une autre voix s'élève, plus silencieuse, plus insidieuse. Et s'ils avaient raison, cette pensée tombe dans ton esprit. Elle se répand comme une goutte d'encre. Et si je faisais vraiment quelque chose de mal? Et s'il y avait vraiment un problème avec moi? Tout le monde est en couple, tout le monde a quelqu'un, sauf moi. Stop, arrête-toi une seconde. Je veux que tu vois d'où vient cette voix. Cette voix n'est pas la tienne, c'est la voix que la société a implantée en toi. Des milliers de messages murmurés à ton oreille depuis l'enfance. Une femme doit se marier. Une femme ne peut pas rester seule. Une femme est incomplète. L'homme la complète. Une femme seule est une femme ratée. Ces messages venaient de l'extérieur. Des contes, des films, des publicités, des conversations, des regards. Mais ils ont été répétés si souvent qu'ils ressemblent maintenant à ta propre voix. Tu ne peux plus distinguer ta voix de celle de la société. Et la nuit, quand tu es la plus vulnérable, la voix de la société parle le plus fort. La nuit avance. Les heures passent. 1 heure, 2 heures, peut-être 3. Mais toi, tu ne dors toujours pas. Tu fixes le plafond, ou peut-être la fenêtre, ou peut-être tes propres mains dans l'obscurité. Tu les regardes comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Le silence de la nuit est différent. Ce n'est pas le silence de la journée. Pendant la journée, même le silence est bruyant. Il y a toujours quelque chose. Un bruit de fond, une distraction, une excuse pour ne pas penser. Mais la nuit, il n'y a nulle part où se cacher. Pas de tâche à accomplir, pas de message à répondre, pas de masque à porter. Juste toi et le noir. Et cette conversation qui commence, pas avec quelqu'un d'autre, avec toi-même. Cette voix intérieure, celle que tu évites pendant la journée, celle que tu noies dans le travail, celle que tu fais taire avec la télévision. Elle profite de la nuit pour parler. Et elle ne demande pas la permission. Elle parle, que tu le veuilles ou non. Elle te pose des questions que tu repousses depuis des années, des questions que tu refuses d'entendre. Es-tu heureuse? Pas heureuse selon les autres. Heureuse selon toi. Vraiment heureuse. Dans ton cœur, dans ton âme. Ou fais-tu semblant? Semblant pour les autres. Semblant pour toi-même. Semblant, parce que c'est plus facile que d'affronter la vérité. Tu voudrais lui répondre oui sans hésiter. Tu voudrais que ce soit simple. Tu voudrais pouvoir dire « je suis exactement où je veux être ». Mais tu ne peux pas. Pas cette nuit. Pas dans ce silence. Car cette voix connaît la vérité. Elle vit en toi. Elle est toi. La version de toi que tu caches au monde. La version de toi que tu caches même à toi-même parfois. Alors tu restes là, dans le noir, à écouter cette conversation silencieuse, à sentir chaque question comme une petite épine. Et quelque chose d'étrange se passe. Plus tu écoutes, moins ça fait mal. Plus tu acceptes ces questions, plus elles perdent leur pouvoir. Tu réalises quelque chose. Cette nuit n'est pas ton ennemi.
Cette insomnie n'est pas une punition. Ce silence n'est pas un vide. C'est une invitation à descendre, plus profond, encore plus profond, là où personne d'autre ne peut aller, là où toi seul as accès, là où ta vérité attend, patiente, silencieuse. Depuis toujours, la plupart des gens fuient cette nuit. Ils allument la télévision, ils scrollent sur leur téléphone pendant des heures, ils prennent des somnifères. Ils font n'importe quoi pour éviter ce silence, n'importe quoi pour ne pas entendre cette voix. Ils ont peur de ce qu'elle pourrait dire, ils ont peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Ils préfèrent le bruit. Le bruit est confortable, le bruit est familier, le bruit ne pose pas de questions. Mais toi, tu es encore là, dans le noir, à écouter, à accepter, à descendre. C'est déjà du courage, plus de courage que tu ne le penses, plus de courage que la plupart des gens n'en auront jamais. Cette nuit difficile, c'est ton initiation. Pour reconnaître cette voix, il faut remonter à son origine, car ce n'est pas juste la question de ta tante, c'est quelque chose de bien plus profond. Carl Jung, l'un des plus grands penseurs du XXe siècle, il a commencé comme élève de Freud, puis a tracé son propre chemin. Et sur ce chemin, il a cartographié l'âme humaine. Jung a découvert quelque chose. Sous l'inconscient personnel, bien plus profondément, existe une couche très ancienne. Il l'a appelée l'inconscient collectif. Qu'est-ce que c'est? Écoute bien. Tu as un passé personnel, tes souvenirs d'enfance, ton premier jour d'école, ton premier ami, ton premier amour. C'est ta mémoire individuelle. Mais sous cette couche, il y en a une autre. Les traces de tes ancêtres. Pas exactement des souvenirs. Les empreintes laissées par leurs expériences. Des schémas formés sur des milliers de générations. Imagine, il y a 100 000 ans, une caverne, des humains primitifs rassemblés autour du feu. Dehors, l'obscurité, le danger, les prédateurs, l'inconnu. La sécurité n'existait qu'au sein du groupe. Celui qui quittait le groupe mourait. Cette réalité a duré des générations, et un code s'est inscrit dans le cerveau humain. Ne quitte pas le groupe, reste avec le groupe. Le groupe, c'est la sécurité. La solitude, c'est la mort. Ce code est toujours en toi. Tu vis dans une ville moderne, un appartement sécurisé, des portes verrouillées. Dehors, pas de prédateurs. Si tu quittes le groupe, tu ne meurs pas. Mais dans les profondeurs de ton cerveau, ce code primitif tourne encore. Et la société utilise ce code contre toi. Retournons dans cette caverne. Il y a 100 000 ans. Je veux que tu vois quelque chose d'important, quelque chose qui te concerne directement. Ferme les yeux un instant. Imagine, le feu crépite au centre de la caverne. Les flammes dansent, orange, rouge, jaune. Les ombres bougent sur les parois rocheuses, comme des fantômes silencieux. Une vingtaine d'humains sont rassemblés autour du feu. Ils se serrent les uns contre les autres, pour la chaleur, pour la sécurité, pour survivre à une nuit de plus. Dehors, la nuit est totale. Pas de lune ce soir, juste le noir absolu, le genre de noir que tu n'as jamais connu, le genre de noir qui peut te tuer. On entend des bruits, des grognements au loin, des pas lourds sur les feuilles mortes, le craquement d'une branche. Les prédateurs rôdent, ils attendent, ils chassent. Chaque humain dans cette caverne le sait. Sortir signifie mourir, être seul signifie mourir. Le groupe est la vie, la solitude est la mort. Mais dans ce groupe, il y a une femme. Elle est assise un peu à l'écart des autres, pas complètement séparée, mais pas complètement intégrée non plus. Elle ne parle pas beaucoup, elle écoute, elle observe, elle réfléchit. Son regard est différent. Il y a quelque chose dans ses yeux, une lueur, une question, une curiosité qui dérange les autres. Les autres la regardent avec méfiance. Ils chuchotent entre eux. Pourquoi ne cherche-t-elle pas un compagnon? Pourquoi reste-t-elle à l'écart? Il y a quelque chose d'étrange chez elle. Elle n'est pas comme nous. Un soir, quelque chose change. La femme se lève lentement. Elle marche vers l'entrée de la caverne.
pas pour sortir, juste pour regarder. Elle se tient là, à la frontière entre la lumière et l'obscurité, entre la sécurité et l'inconnu, entre le groupe et le monde. Elle regarde dehors, vers la nuit, vers le danger, vers ce que tout le monde craint. Les autres la regardent avec terreur. Leurs yeux sont grands ouverts, leurs cœurs battent vite. Elle est folle. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va nous attirer des ennuis. Personne ne survit seul dehors. Mais elle ne les écoute plus. Elle voit quelque chose qu'ils ne voient pas, au-delà de la peur, au-delà des règles, au-delà de ce qu'on lui a appris. Elle voit une possibilité, une autre façon de vivre, une liberté terrifiante mais réelle. Elle ne quitte pas la caverne ce soir-là, pas encore. Le moment n'est pas venu, mais quelque chose a changé en elle. La graine est plantée, une idée a pris racine. Cette femme, écoute-moi bien, cette femme est ton ancêtre. Son sang coule dans tes veines, littéralement, à travers des milliers de générations. Son ADN vit en toi, sa curiosité vit dans ton esprit. Cette même curiosité qui te pousse à questionner, à douter, à chercher autre chose. Son courage bat dans ton cœur, ce même courage qui te permet de rester seul. Quand tout le monde te dit de rejoindre le groupe, tu n'es pas une anomalie, tu n'es pas un bug dans le système, tu n'es pas une erreur. Tu es l'héritière d'une lignée ancienne, une lignée de femmes qui ont osé regarder au-delà du feu, osé imaginer autre chose, osé être différentes. Elles ont survécu, elles ont transmis cette flamme, de mère en fille, de génération en génération, jusqu'à toi. Tu portes leur héritage, tu continues leur histoire, tu honores leur courage. Chaque fois que tu refuses de te conformer, tu leur rends hommage. Chaque fois que tu choisis ta propre voie, tu continues leur voyage. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Elles sont avec toi, dans ton sang, dans ton âme, dans chaque battement de ton cœur rebelle. La société te dit la femme seule est en danger. Cette logique date de l'ère des cavernes, il y a 100 000 ans. À l'époque, quitter le groupe signifiait vraiment la mort. Mais aujourd'hui, tu peux verrouiller ta porte. Tu gagnes ton propre argent. Tu vis dans l'époque la plus sûre de l'histoire. Physiquement, tu n'as pas besoin d'un homme. Le problème, l'inconscient collectif vit toujours dans cette caverne. Cette peur primitive qui te murmure, ne reste pas seul. La société ne fait que l'amplifier comme un haut-parleur. Maintenant, regarde attentivement cette tante à table. Elle aussi était jeune autrefois. Elle avait des rêves. Mais on lui a simplement dit, c'est l'heure. Sans trop questionner, elle a fait ce que tout le monde faisait. Elle s'est mariée, a élevé des enfants. Ses cheveux ont blanchi. Elle n'a jamais eu le luxe de demander « Qu'est-ce que je veux, moi ?» Et maintenant elle te voit. Tu es seul mais tu n'es pas effondré. Tu souris même. Ce sourire lui plante une écharde dans le cœur. Une question dangereuse s'éveille en elle pendant une seconde. Aurais-je pu faire pareil? Cette pensée est si terrifiante que pour ne pas jeter ses 40 dernières années à la poubelle, elle l'étouffe immédiatement. Tu sais pourquoi elle a pitié de toi. Elle doit te déclarer « pauvre ». Car si tu es incomplète, alors elle est complète. Si tu as besoin d'être sauvé, alors son sacrifice n'a pas été vain. Elle ne veut pas te sauver pour ton bien. Elle veut te sauver pour justifier son propre passé. Mais respire un instant. Ne sois pas en colère contre cette tante. Elle aussi a grandi avec les mêmes contes. Elle est victime du même système. La seule différence entre vous, elle n'a jamais demandé. Toi, tu as demandé. Tu as eu le courage de dire « Est-ce vraiment mon chemin ?» Son silence n'est pas un crime. C'était de la peur. Car questionner signifie affronter une possibilité terrifiante. Peut-être ai-je vécu toute une vie dans l'erreur. Qui peut porter ce poids? Changeons de scène, une table entre amis. L'une se plaint de l'indifférence de son mari, l'autre des bêtises de ses enfants. Un chaos total règne à la table. Quand vient ton tour, je vais très bien, j'ai commencé un nouveau livre, je prends du temps pour moi. Tu as ressenti ce silence glacial qui s'abat sur la table. Les regards se détournent et l'attaque classique commence.
mais tu ne t'ennuies pas le soir. Qui s'occupera de toi quand tu seras vieille? Clarifions quelque chose. Ces questions ne te sont pas vraiment adressées. Elles déversent sur toi les peurs qu'elle n'ose pas se poser à elle-même. Pense bien à cette femme qui te demande « Tu n'es pas seule ». Peut-être vit-elle depuis 10 ans avec le même homme sous le même toit, à la même table, dans le même lit, mais en réalité 2 étrangers. Elle est terriblement seule au milieu de la foule, mais ne peut même pas se l'avouer, car si elle l'admettait, son monde de mensonges s'effondrerait. Ta faute à toi, tu as choisi cette solitude et tu l'as acceptée. Quand elle te regarde, tu vis son pire cauchemar, mais tu n'es pas morte, tu es même en paix. Cette image la rend folle, car ton existence lui crie. Tous ces compromis que tu as faits pour ne pas rester seul étaient inutiles. Regarde, la solitude n'est pas la mort. Tu prouves que ces peurs étaient infondées par ta simple existence. Il y a une personne dont nous n'avons pas encore parlé. Une personne que j'ai évitée jusqu'à maintenant. Parce que c'est la plus difficile, la plus complexe, la plus douloureuse peut-être. Quelqu'un de plus proche que la tante, plus proche que les amis, plus proche que les collègues. Quelqu'un dont le jugement pèse plus lourd que tous les autres réunis. Ta mère, ou peut-être ta grand-mère, ou la femme qui a joué ce rôle dans ta vie. Celle qui t'a élevé, celle qui t'a façonné, celle dont l'ombre plane encore sur chacune de tes décisions. Elle t'aime, tu le sais, tu n'en doutes pas. Cet amour est réel, cet amour est profond, cet amour a façonné qui tu es. Mais son amour vient avec des conditions invisibles, des attentes non dites, des espoirs silencieux, un plan qu'elle a dessiné pour toi avant même que tu puisses parler. Elle te regarde et elle voit 2 choses. D'abord, elle voit sa fille, son bébé, son enfant, celle qu'elle a portée, celle qu'elle a nourrie, celle qu'elle a protégée du monde. Et ensuite, elle voit son propre reflet, ses propres choix, ses propres regrets peut-être, sa propre vie qui se reflète dans la tienne. Quand elle te dit « je veux juste que tu sois heureuse », écoute bien, ce qu'elle dit vraiment, ce qu'elle ne peut pas dire avec des mots, c'est autre chose. Je veux que tu sois heureuse de la façon dont je comprends le bonheur. Je veux que tu sois heureuse de la façon dont j'aurais voulu être heureuse. Je veux que tu vives la vie que je n'ai pas pu vivre. Ou parfois, je veux que tu vives la vie que j'ai vécue pour prouver que mes choix étaient les bons. Pour elle, le bonheur a une forme précise, une forme qu'elle connaît, une forme qu'elle a apprise, une forme qu'on lui a enseignée. Un mari, quelqu'un pour te protéger, quelqu'un pour te compléter, des enfants, pour donner un sens à ta vie, pour te donner une raison de vivre, une maison, 4 murs, un toit, la sécurité. Ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour, mais un amour filtré par la peur, un amour déformé par l'anxiété, un amour limité par sa propre vision du monde. Elle a peur pour toi, vraiment peur. Cette peur est sincère. Elle ne dort pas certaines nuits en pensant à toi. Elle s'inquiète. Elle imagine le pire, parce qu'elle ne connaît pas d'autre chemin. Le chemin que tu as choisi lui est inconnu. Il lui fait peur. Il la terrifie même. Comment peut-elle te protéger sur un chemin qu'elle ne connaît pas? Quand tu as choisi la solitude, tu n'as pas seulement rejeté les attentes de la société. Tu n'as pas seulement dit non à l'attente. Tu n'as pas seulement ignoré les amis. Tu as rejeté son plan pour toi. Le plan qu'elle avait construit avec amour. Le plan qu'elle avait dessiné avec espoir. Le plan qui la rassurait. Le plan qui lui permettait de dormir la nuit. Et ça lui fait mal. Plus que tu ne le penses. Plus qu'elle ne te le montre. Elle ne comprend pas que ton bonheur peut avoir une forme différente. Une forme qu'elle n'a jamais vue. Une forme qu'elle n'a jamais imaginée. Une forme qu'elle n'a jamais osé rêver pour elle-même. Alors elle insiste, encore et encore, à chaque appel téléphonique, à chaque visite, à chaque repas de famille, les mêmes questions, les mêmes inquiétudes, les mêmes suggestions, non pas pour te blesser, non pas pour te contrôler, non pas pour te punir, mais parce qu'elle ne sait pas faire autrement. C'est le seul langage qu'elle connaît, c'est la seule façon qu'elle a d'exprimer son amour.
Un jour peut-être, quand le moment sera venu, quand tu te sentiras prête, tu pourras lui dire ceci. Maman, ton chemin était le tien. Il était beau. Il était le bon pour toi. Mon chemin est le mien. Il est différent, mais il est aussi beau. Il est aussi le bon pour moi. Ton amour me suffit. Je n'ai pas besoin de ta compréhension. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Juste ton amour. Et je l'ai déjà. Mais pour l'instant, si ce moment n'est pas encore venu, respire et pardonne-lui de ne pas comprendre, car elle aussi porte un masque qu'on lui a mis très tôt, un masque qu'elle n'a jamais choisi, un masque qu'elle a porté si longtemps qu'elle ne sait même plus qu'il est là. Elle n'est pas ton ennemi, elle est juste une autre femme, prisonnière d'un autre temps, qui t'aime du mieux qu'elle peut, avec les outils qu'on lui a donnés. Jung appelait cela la persona, le masque. On joue le rôle que la société attend de nous. Bonne épouse, mère dévouée, femme docile. Le danger, ce masque finit par coller à notre visage. On le prend pour notre vrai visage. La plupart des femmes meurent sans jamais rencontrer l'étrangère sous le masque. Mais toi, tu as posé cette question dangereuse. Est-ce vraiment moi? Peut-être quand tu étais avec cet homme contrôlant. Peut-être en entrant dans ce mariage que tout le monde applaudissait. Une voix s'est élevée en toi. Est-ce que je me libère ou est-ce que je m'emprisonne? À cet instant, le sortilège s'est brisé. Quand tu as reconnu le masque, tu as compris que tu pouvais l'arracher. Arracher le masque. Facile à dire, mais le faire. Ce qui est resté sur ton visage pendant des années a fusionné avec ta peau. Quand tu essaies de l'enlever, ce n'est pas que le masque qui vient. Ça fait mal. C'est pour ça que tu as choisi la solitude. Pas une fuite, une nécessité. Pour enlever ce masque et rencontrer ton vrai visage, tu avais besoin d'un espace où personne ne te regardait. La société ne pardonne pas ça. Elle célèbre les faux rôles. Elle distribue des médailles, bonne épouse, mère dévouée. Toi, tu as repoussé ces médailles du revers de la main. Je ne veux pas d'applaudissements. Je veux la vérité. Ça les rend fous, car en refusant cette médaille, tu leur montres que celles autour de leur cou ne sont que de la ferraille. Résister est difficile. Je ne vais pas te mentir. Se justifier chaque jour, entendre constamment qu'on n'est pas normal, c'est épuisant. Mais fais attention à ce poids qui t'envahit la nuit. Il existe deux types de solitude. Tu dois les distinguer. L'une est celle que tu as choisie. Elle t'apporte la paix, c'est une guérison. L'autre est celle que la société t'impose. Tu n'es pas des nôtres, tu es dehors. C'est celle-là qui te blesse. Tu dois faire cette distinction. Car la première est ta force, la seconde est leur arme. Regarde comment ils utilisent cette arme. Que feras-tu quand tu seras vieille? Quelle question innocente, pleine de sollicitude. N'est-ce pas? Ne te fais pas avoir. Ce n'est pas une question, c'est une menace ouverte. Le sous-texte dit « Tu es forte maintenant, mais attends, un jour tu tomberas et tu regretteras. » Leur but n'est pas de te protéger, mais de te remettre dans le rang, par la méthode la plus ancienne de l'humanité, la peur. Mais arrête-toi et regarde ceux qui posent cette question. Tu crois qu'ils ont une garantie? Ceux qui demandent « Que feras-tu quand tu seras vieille ?» Ces couples qui vieillissent sous le même toit en se faisant la tête. Ces mères sacrées qui attendent leurs enfants au foyer de retraite. Où est la garantie? Comprends ceci, le mariage n'est pas une assurance, un enfant n'est pas un plan de retraite. La seule garantie dans cette vie, c'est toi, l'investissement que tu fais en toi-même, en ta santé, en tes amitiés. Et crois-moi, la femme solitaire y réussit bien mieux. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais eu le luxe de s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Elle a appris par nécessité à se tenir droite sur sa propre colonne vertébrale. Jung appelait cela l'individuation. Mais ce mot ne suffit pas à décrire. C'est une véritable guerre intérieure. D'un côté, le cœur millénaire du « tu dois faire ainsi », de l'autre, ta voix étouffée depuis des années.
La plupart des gens n'osent pas entrer dans cette guerre. Ils confondent l'ordre de la société, tu dois te marier, avec leur propre désir, je veux me marier. Ils ne peuvent pas distinguer leur volonté de ce qu'on leur impose. Ta différence est là. Tu as osé faire cette distinction. N'oublie jamais ceci. La solitude est le prix de ce questionnement profond, mais c'est aussi la plus grande récompense que tu puisses gagner. Ce risque en vaut la peine. La société t'a vendu la solitude comme une malédiction. Un échec, c'est un énorme mensonge. Regarde l'histoire. Pourquoi les mystiques se retiraient-ils au désert? Pourquoi les philosophes dans les grottes? Pour fuir? Non, parce que tant que le bruit extérieur ne cesse pas, le murmure intérieur ne s'entend pas. La voix de l'âme ne parle pas dans la foule. Sois honnête avec toi-même. As-tu découvert qui tu es dans ces foules bruyantes, ou dans ton propre silence? La solitude n'est pas un vide, c'est ton laboratoire. Là, tu mets sur la table d'examen chaque croyance que la société t'a imposée. Cette idée m'appartient-elle ou leur appartient-elle? Tu tries. La vraie alchimie commence dans ce silence. L'alchimie n'est pas un conte de fées sur la transformation du plomb en or. Les vrais alchimistes le savaient. Le vrai sujet était l'âme. Tu es en plein dans ce processus en ce moment. La solitude est ton feu. Oui, tu brûles, mais ce n'est pas un feu destructeur, c'est un feu purificateur. Les rôles que ta famille t'a fait porter, ce que la société voulait que tu sois, tout cela devient cendre dans ce feu. Il ne reste que le toit pur intact. La société de l'extérieur ne voit que le feu. Pauvre elle, elle souffre, disent-ils. Ils ne voient pas que tu te transformes en or, car leurs yeux sont habitués au plomb à l'ordinaire. L'or les effraie, car l'or est cette liberté rare qu'ils ne pourront jamais posséder. L'alchimie a des étapes. La transformation ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas de la magie instantanée. C'est un processus long, difficile, douloureux parfois, mais nécessaire. Laisse-moi te montrer le chemin que tu parcours déjà, peut-être sans le savoir. La première étape s'appelle nigredo, le noircissement. En latin, cela signifie devenir noir. C'est la phase la plus sombre, la plus terrifiante. Maintenant, je veux te montrer une autre nuit. Pas seulement la tienne cette fois. La nuit de ceux qui portent des masques. Cette tante à table, elle se couche ce soir-là. Son mari à côté peut être déjà endormi, peut-être en train de ronfler. La tante fixe le plafond. Et pendant un instant, ton visage lui vient à l'esprit. Ton visage à cette table aujourd'hui. Ton sourire, ton calme. Comment fait-elle, pense-t-elle? Oui, elle pense à toi. Et puis une autre pensée arrive, très silencieuse, très petite, très dangereuse. Aurais-je pu faire pareil? Cette pensée reste une seconde puis est étouffée, car suivre cette pensée serait trop douloureux. Mais cette seconde laisse une trace, et peut-être une autre nuit, peut-être une semaine plus tard, peut-être un an plus tard, cette pensée reviendra, et peut-être qu'alors la tante commencera à questionner. Peut-être, ou peut-être qu'elle ne questionnera jamais. Peut-être mourra-t-elle avec ce masque, mais toi, ton existence a planté la graine de cette question. Voilà pourquoi tu es dangereuse. Quand as-tu parlé à ta propre voix pour la dernière fois, dans le silence seul, quand personne n'est là? Que te dit cette voix? Dit-elle incomplète? Dit-elle dans l'erreur? Dit-elle pauvre? Non, cette voix dit autre chose. Continue, dit-elle. Tu es sur le bon chemin, dit-elle. N'aie pas peur, dit-elle. Écoute cette voix. C'est ta voix. Les autres voix venaient de l'extérieur. Mais cette voix a toujours été avec toi. Je vais te dire une dernière chose. La société te voit comme une menace. Ils ont raison. Tu es une menace.
mais pas le genre de menace qu'ils imaginent. Tu n'es pas immoral, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas irresponsable, tu es libre. Et la femme libre est la plus grande menace de l'histoire, car la femme libre pose des questions et cherche des réponses. Pourquoi dois-je faire ainsi? Qui a établi ces règles? Est-ce vraiment le mieux pour moi? Ces questions renversent des empires. Ces questions ébranlent un ordre maintenu depuis des millénaires. Et toi, tu poses ces questions par ton existence, chaque jour en restant debout et seul, chaque jour en refusant de porter le masque, chaque jour en disant « j'ai choisi ce chemin ». Ils ne peuvent pas répondre. C'est pour ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils veulent te sauver. C'est pour ça que ta paix est leur cauchemar. Regarde le ciel, cette nuit ou demain soir ou une nuit. Regarde le ciel, vois les étoiles. Chaque étoile brille de sa propre lumière. Tu le remarques. Personne ne dit à une étoile « Pourquoi n'es-tu pas proche des autres étoiles ?» Personne ne dit à une étoile « Pauvre toute seule », car l'étoile est entière en elle-même, car l'étoile porte sa propre lumière en elle. Tu es pareil. Tu peux être une planète, traçant ta propre orbite, tournant sur ton propre axe, déterminant ta propre vitesse. Tu n'es pas devenu le satellite d'une autre planète. Tu n'as pas tourné autour. Tu as tracé ton propre chemin. Et ça, c'est quelque chose de fou. Ta solitude n'est pas une malédiction. Ta solitude est une alchimie. Elle te fond, te purifie, te transforme. Et à la fin, tu en sors en or pur. Si cette alchimie a commencé dans ton âme aussi, si tu as vu ta propre histoire dans ces mots, si tu peux maintenant distinguer la voix de la société de ta propre voix, écris dans les commentaires « Mais solitude est mon château » et sache que les murs du château ne sont pas là pour retenir l'extérieur. Ils sont là pour protéger le trésor à l'intérieur. Ce trésor, c'est toi. À bientôt, ma reine.